Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invitée du jour est une exploratrice humaniste, une radicale aventurière de la conscience, une guerrière utopiste, une insoumise déliée qui participe activement à la bascule d'un monde vers une autre rive. Tantôt essayiste, prospectiviste et romancière, elle n'a de cesse de nous déloger dans nos soumissions ordinaires pour nous proposer joyeusement de vivre la grande odyssée humaine. Auteure d'un nouveau récit aux éditions La Mer Salée, qui est à mi-chemin entre l'essai et le roman. C'est l'histoire d'un monde qui bascule, où chaque personnage a sa partition à jouer sans qu'elle soit écrite à l'avance. J'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Roudot dans Métamorphose. Bonjour Sandrine, sois la bienvenue. Bonjour Anne, merci. Avec plaisir, ça va bien ? Très très bien. Bon. Alors pourquoi passer à la fiction après tes deux premiers essais, Utopie mode d'emploi et Les Suspendus ? Parce qu'il me semble que c'est peut-être l'arme, entre guillemets, qui nous manque. Je n'ai eu de cesse que d'essayer de comprendre comment on pouvait basculer vers un monde meilleur. Et en fait, je me dis qu'on a peut-être laissé tomber quelque chose d'important qui est notre imaginaire, c'est-à-dire la possibilité de se projeter dans cet autre monde. Puisqu'en fait, je dirais, on ne pense plus tellement le futur, l'avenir, si ce n'est avec des visions assez apocalyptiques, assez surveillance, high-tech, etc. Et du coup, nos imaginaires sont un peu asséchés, je dirais, pour nous projeter vers ce que pourrait être un autre monde. Et donc le donner à voir, et aussi donner à voir qui nous pourrions être. C'est-à-dire, c'est pareil dans la fiction, on voit beaucoup on se voit beaucoup comme victimes finalement, comme résignés, comme des gens qui sont un peu ballottés, ce qui renforce notre sentiment d'impuissance, et on se voit relativement rarement comme des gens qui prennent en main leur destin et qui font des choses. Et ce qui est, on va dire, l'apanage du romanesque, que de nous montrer ça, qu'on peut être des héros. Toi, ce qui t'intéresse, c'est justement d'inventer cet autre monde. Et pour toi, c'est cette utopie qui crée le désir, justement ? Oui, en fait, l'utopie, c'est un mot qui a été très mal compris, ou en tout cas qu'on a tordu par rapport à son sens originel. Et l'utopie, c'est ce que le monde devrait être. Et notre monde est peuplé aujourd'hui, nos réalités sont peuplées d'utopies, des utopies précédentes, en fait, que ce soit le vote des femmes, que ce soit Internet, que ce soit n'importe quoi. En fait, au départ, quand c'est imaginé, c'est une utopie. Et aujourd'hui, on a assez peu d'utopies, finalement, on en projette assez peu. Et c'est ces utopies qui nous créent le désir d'un autre monde. On a envie d'un autre futur si, effectivement, on l'imagine comme un idéal, comme quelque chose qui va faire progresser l'humanité, qui nous fait persévérer vers nos lumières, quoi, plutôt que vers nos ombres. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, je trouve, l'utopie. L'utopie, c'est une audace. C'est l'audace de penser qu'on peut changer les choses et que l'être humain est capable de ça. Et c'est une vision. C'est une vision d'un autre monde. C'est pouvoir se projeter et ne pas être, je dirais, scotché par nos réalités. Ça part d'où à l'endroit de soi, ce désir, en fait, d'utopie ? Alors, c'est super important comme question, parce qu'en fait, l'utopie, c'est pas un espèce de concept intellectuel. On se dit, ah là là, on va changer le récit avec l'utopie, et quelque part, on va fuir la terrible réalité de ce monde et se réfugier dans les utopies. C'est pas du tout ça. En fait, une utopie, ça peut partir d'un espoir merveilleux, de quelque chose de très clair dans nos têtes, de ce qu'on voudrait voir advenir. Ça peut aussi partir d'une colère, d'une indignation, de quelque chose qui nous semble plus tolérable. Donc en fait, ça part des émotions, et je pense que ça s'ancre, tu vois, en l'ayant écrit, je me rends compte que ça s'ancre probablement dans un inconscient collectif, et qu'on est tous reliés, en tout cas tous les utopistes, ceux qui sont reliés à une certaine cause, à un certain élan, sont tous reliés entre eux. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que c'est jamais quelque chose de totalement individuel, c'est une émotion très personnelle, très singulière, qui nous amène à nous dépasser
et à contribuer à quelque chose qui est plus grand que nous. Et c'est dans ce plus grand que nous qu'on est en fait en lien avec tout un tas d'autres gens. Alors justement, dans ton récit, ce sont des femmes au départ qui se rencontrent et qui font naître cette utopie. Pourquoi tu as eu envie de mettre en scène plutôt des femmes au départ? Alors, il y a des hommes dans ton récit, évidemment, hein, mais je me suis demandé quel rôle on a à jouer aujourd'hui, nous, les femmes, dans cette bascule. Alors, pour moi, le monde de demain est plus féminin. C'est une évidence, je pense, euh, je dirais un mot un peu dur, mais que notre monde crève, quoi, meurt de trop de masculin, finalement, depuis ces dernières années. Masculin dans les femmes aussi, hein, c'est vraiment cette notion-là. Donc, je crois effectivement tout un tas de valeurs qui sont portées par le féminin. Je le crois vraiment intimement. Mais c'était pas très intellectualisé au départ. Je me suis pas dit je vais mettre des héroïnes. Par contre, naturellement, parce que ce livre j'ai vraiment écrit à l'instant, naturellement, déjà dans ma vie personnelle, ce sont des femmes qui m'ont donné envie d'aller plus loin et d'y croire. C'est-à-dire, c'est quand j'ai rencontré, parce que finalement dans le milieu de l'activisme, qui est un milieu que je côtoie pas mal, et puis depuis un certain nombre d'années, il y a beaucoup d'hommes, en tout cas il y a beaucoup d'hommes que l'on voit. Et ces dernières années, on commence à entrevoir les femmes, et surtout on commence à se mettre en lien entre nous. Et là, c'est pas du tout la même énergie, et je sens toute la force et la puissance qu'il peut y avoir. Donc en fait, c'est cette puissance-là et cette force-là qui m'a inspirée. C'est ces femmes que je connais qui m'ont donné envie en fait de me lancer. Je me suis dit, mais par elles, par tout ce qu'elles dégagent, on peut réinventer un monde. Donc c'est vrai que je suis partie un peu de là au départ. Je m'en suis pas tellement rendu compte. Mais c'est un livre qui est effectivement où il y a beaucoup d'héroïnes. Et puis j'avais envie aussi de remettre en perspective les femmes qui nous ont précédées, qu'on a beaucoup oubliées, et les remettre un peu en contribution sur cette nouvelle histoire qu'on est en train d'écrire, quoi. Alors justement, ces femmes et ces hommes aussi dans ton récit parlent de leurs peurs. Et tu dis que l'utopie permet de surmonter en fait ces peurs. Et je te cite, des êtres avaient décidé de retourner leurs peurs, peur de l'avenir, du flou. Et comme si la peur avait quelque part une vertu, celle de nous élever vers cette utopie. Oui, en fait, la peur, elle a, il faut pas y rester. C'est-à-dire que c'est clairement, ça ne pousse pas à l'action. C'est dans notre cerveau reptilien et ça déclenche toujours les mêmes choses qui sont soit la sidération, l'immobilisme, soit le déni, la diversion, soit attaquer le messager pour tuer le message, quoi. Par contre, au départ, c'est un aiguillon, c'est une vigilance. Alors il y a la peur. Moi, j'ai jamais été trop, on va dire, aiguillonnée par ma peur. Moi, c'est plutôt une souffrance pour le monde qui m'a réveillée. Donc, et c'est pareil, la souffrance, il faut pas y rester. Sinon, sinon on en meurt, quoi. On perd sa puissance de vie. Donc c'est pas des sentiments qui sont qui te mobilisent, qui t'amènent à te dépasser. Mais par contre, ils sont intéressants pour venir te remettre à ta place, quoi. Dire il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'on n'est pas voué à vivre dans la peur. Enfin, moi, je ne le pense pas. Je pense pas que que on soit arrivé sur cette terre avec cette chance fabuleuse d'être en vie pour séjourner dans la peur ou dans la souffrance, quoi. Je crois pas du tout. Par contre, ce sont des bonnes messagères parfois. Oui, exactement. Ouais. Il faut savoir les accepter et les traverser. Parce qu'il y a aussi un déni, tu vois, de la colère, de la peur, de la tristesse, comme si c'était sale un peu, comme si tout était amour. Non, mais avant de trouver que tout est amour et tout est lumière, il y a un moment donné où il faut déposer, en fait. Ces peurs, elles sont humaines, quoi. Bien sûr, les accueillir. Exactement. Et je crois que justement, moi, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'honorais ma souffrance pour le monde et que c'était sain, finalement. Et que c'était ma part aussi, mais qu'il fallait que je la traverse. Dans ton récit, tu parles de ces utopistes lucides, des affranchis, des infiltrés, il y a bien d'autres termes encore. Quelle serait leur foi quelque part? Ou si je reprends le dernier livre de Sébastien Boller, il parle de la morale quelque part. Alors, il met toute une définition, pas telle qu'on l'entend comme ça au premier degré. Mais quelle serait pour toi leur foi et à quoi ressemble leur utopie de ces humains-là, dont tu fais partie? Moi, ce qui me vient tout de suite, c'est qu'ils ont foi en l'humanité. En fait. Ils ont foi en cette puissance d'être qu'on a, et c'est d'ailleurs leur seule foi. Et la foi, contrairement
Contrairement aux croyances, les croyances, on les rationalise. La foi, ça s'explique pas. Et moi, j'ai ça, et je pense que tous les utopistes ont ça, c'est cette foi en une élévation de l'être humain. Comment dire, en une appétence pour un humain augmenté, mais augmenté dans son humanité, quoi. Et c'est vraiment cette idée-là, cette idée de croire qu'on peut tout et qu'on veut du bien, quoi. On veut tout. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on a perdu nos ambitions, et les utopistes sont des gens qui, justement, sont extrêmement ambitieux, quoi. Sont un peu prétentieux, quoi. Oui, c'est pas on joue pas petit, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la C'est ça. réduction, on veut vraiment arriver, par exemple, au zéro carbone. On n'est pas dans une réduction, on dit il faut aller beaucoup plus loin, hein, c'est ça? Mais oui, en fait, c'est pas recevable, quoi. Se dire, il y a un quota de gens qui meurent chaque année de la pollution de l'air. Il y en a même 60 000 en France chaque année. C'est pas recevable, en fait. On peut pas se dire, on va réduire un peu, on va réduire les dégâts. C'est juste pas acceptable. On peut pas faire notre marché et se dire, notre modèle économique, bah oui, il y a un petit peu d'enfants asthmatiques, bah oui, il y a un petit peu de mort, mais c'est pas très grave. Moi, je crois que c'est une démission de l'être humain, quoi. Et que s'il y a quelque chose auquel il faut renoncer, c'est au modèle économique qu'on a mis en place, à cette fuite en avant, mais surtout pas à ce qui fait de nous des êtres humains, c'est-à-dire cette noblesse de vouloir grandir, de ne vouloir tolérer aucune déshumanité, oui, ne pas... Je sais pas, toute vie est importante et il faut impérativement se souvenir de ça, quoi. Et ne pas se satisfaire de petites choses. Et en fait, c'est cet élan-là, ce truc effectivement, un peu irréalisable, de zéro pollution, c'est ça qui nous fait sortir de nous-mêmes, qui nous fait sortir de nos autocensures, de nos croyances limitantes, parce que c'est tellement énorme que tu es obligé de sortir de ton cadre de réflexion, de sortir de tes petites limites, quoi, pour imaginer ce truc-là. Donc tu sors de toi. Et tu es en train de sortir de tout ce qui t'empêche aujourd'hui de déployer vraiment toute ta puissance d'être. Et on reviendra sur ces soumissions ordinaires dont je parlais en introduction et que tu dessines là en parlant. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous donnes un exemple concret, alors sans dévoiler ce qu'il y a dans ton livre, puisque l'idée c'est d'aller dans ces exemples, mais quand même, tu parles de cette grande ZAD de Paris dans ce récit, Ouais. et j'aimerais que tu nous la dessines un petit peu. Voilà, une utopie comme ça. Alors, il y en a d'autres exemples dans ton livre, mais celle-ci en particulier. Celle-ci, justement, elle part c'est la source de l'utopie, c'est qu'un jour tu te lèves et tu te dis, mais c'est comme si un voile tombait. C'est-à-dire qu'on a notre monde qui crée tout un tas de croyances dans lesquelles on est et on les accepte. Parce que c'est comme ça, et puis parce que c'est établi, et puisque c'est partagé par tous, et donc c'est ton monde, c'est ce qui fait notre ciment social, c'est ce qui fait l'ordinaire, quoi. Et puis un jour, tu te lèves, et puis le voile tombe. Tu te dis, mais pourquoi on fait ça ? C'est juste intolérable. Et l'idée de la ZAD de Paris, c'est ça au départ, c'est des gens qui se disent, notre école, l'école de nos enfants est dans des pics de pollution incroyables, nous emmenons tous les jours nos enfants se faire intoxiquer. C'est plus possible. Et donc ça part de ça. Ça part juste de c'est plus possible. Et après, les moyens pour que ce ne soit plus possible et que ça s'arrête, ça va se construire petit à petit. Donc c'est des gens qui effectivement commencent à s'opposer à des choses, notamment au passage des voitures. Et puis s'opposant, ils commencent à inventer autre chose. C'est ça qui est intéressant, c'est que derrière le non, ceci n'est plus possible, derrière les refus de ce qu'on a accepté pendant des années, il y a un grand oui à plein d'autres choses. Et là, on se dit, cette place qu'on a récupérée, on va dire, sur les voitures, qu'est-ce qu'on en fait ? On en refait de l'espace commun, on en refait des endroits. Donc là, effectivement, si on se dit, on ferme ce quartier pour qu'il soit plus vivable, qu'il soit pour les êtres vivants, en fait, et non pas pour les voitures, et non pas pour des flux qui sont finalement totalement artificiels et qu'on pourrait organiser différemment, eh bien là... du coup, il y a tout un tas de choses qui naissent, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes. Ça veut dire que dans ce quartier-là, il y a des livreurs qui ne peuvent plus venir. Donc, il y a des gens qui viennent s'installer, il y a des librairies nomades qui viennent s'installer en disant « Ok, vous ne pouvez plus venir à nous, nous, on va venir à vous. »
Et ça recrée en fait des endroits de vie, des endroits de partage. Et c'est des occasions, en fait, des prétextes à redélibérer de ce que sont nos vies. Donc à se mêler du monde, à se mêler de la société et à voir comment ensemble on refait société. Et après, concrètement, il y a plein de choses où on se dit, finalement, les garages, donc les garages qui étaient en sous-sol des immeubles, à quoi on peut les utiliser si on n'a plus de voiture? Du coup, on les utilise à plein d'autres choses dans lesquelles on met en commun un coup on va dire, nos appareils à raclette, nos tentes, voilà, qu'on va partager tous ensemble. On va mettre un autre, on va faire un atelier de réparation pour réparer les objets. On va faire voilà. Et tout d'un coup, on redistribue les espaces. Et ça, c'est déjà une première, une première reconquête de nos vies, parce qu'aujourd'hui, tous nos espaces sont configurés, décidés par l'autorité publique, voilà, par le système. Et nous, on peut à peine décider que devant chez nous, on aimerait mettre des plantes plutôt qu'une place de parking, en fait. C'est ça que tu appelles les liens-lieux, toi qui aimes la sémantique? Oui. En fait, j'ai imaginé des liens-lieux qui sont ces liens, en fait, où on va pouvoir réimaginer un monde peut-être sans argent, peut-être un monde où on va échanger nos compétences, nos talents, un monde où on va se retrouver, où on va pouvoir finalement se faire grandir les uns les autres, parce que c'est aussi l'idée de ce livre, c'est l'idée de se dire, moi je crois pas au survivalisme où on va partir chacun dans notre coin au fin fond de la forêt et on va attendre que ça passe, il va falloir défendre chaque bout de nourriture. C'est pas du tout je me dis, quand tu auras plus de boîte de conserve, tu vas faire comment, quoi, en fait. Et je crois que si on se libère et si on crée un autre monde, c'est qu'on s'affranchit ensemble. J'appelle ça s'entre-affranchir, mais c'est l'idée de recréer des communautés. Et on va grandir ensemble, on va pas grandir chacun dans notre coin. On va le faire ensemble, où chacun, on n'est pas capable de tous réinventer une société, parce qu'on n'a pas tous les mêmes talents, on n'a pas tous les mêmes styles, on n'a pas tous les mêmes compétences. Par contre, à nous tous, on peut vraiment refaire un monde qui se tient, quoi. Chacun à dans lequel sa on serait place. bien. Ouais. C'est ça pour toi, être humain, pleinement humaine, Sandrine? Pour moi, être pleinement humain et humaine, c'est honorer sa singularité. Donc déjà, la retrouver en quoi on est singulier, une fois qu'on s'est débarrassé de ce que j'appelle, de tout ce qui nous rend absent, finalement, de toute cette identité qui nous pèse, en fait. On pense ressembler à telle personne, avoir tel métier, telle compétence, et finalement, quand on s'autorise à être presque une page vierge, on se rend compte à quel point on a plein d'autres potentialités, et notamment tout ce à quoi on aspire, ou on aspirait quand on était petit, qu'on a laissé de tomber. Moi, je crois qu'être pleinement humain, c'est ça, c'est retrouver cette profonde singularité. Je pense que chacun a une part, pour reprendre un mot un petit peu pompeux, une part de divin en lui, et c'est ça auquel il faut qu'il se reconnecte, et que cette singularité-là, elle participe à la grande marche du monde. C'est-à-dire que je suis convaincue qu'on est chacun extrêmement important dans cette partition, quoi, dans cette symphonie, et que si on se remet au bon endroit, c'est-à-dire à sa place, à la place qui est la nôtre, on sonne juste, et là on résonne avec cette pulsation du monde qui nous attend à notre place. Ce qui n'est pas facile, c'est de trouver justement cette place, parce que ça veut dire aussi d'être insoumis à notre propre autorité quelque part. À notre propre autorité qui est faite, on le sait, de nos conditionnements, de nos croyances, de notre vécu, de nos histoires transgénérationnelles, peut-être même karmiques si certains y croient, peu importe, mais en tout cas, c'est dur de s'affranchir de soi. C'est hyper difficile. Et de l'idéal de soi, on a une éducation qui est très perfectionniste. Moi, je parle souvent de la tyrannie, de la pureté, de la cohérence. Il faudrait être pur, fait d'un seul bloc, être cohérent avec ce qu'on a toujours fait. Et en fait, non, la vraie liberté, c'est de pouvoir être n'importe qui du jour au lendemain, tout en assumant chacun de ses actes. Mais d'être là-dedans. Et je crois que c'est en allant dans des endroits où on se perd un peu, on se laisse un peu tranquille, on se fiche la paix, oui, clairement. C'est pour ça que essayer de progresser sur soi-même, c'est bien, mais on tourne un peu toujours autour de son nombril, quoi, et quelque part, on s'autoflagelle de ce qu'on n'est pas encore. Et il faut vraiment retrouver cette curiosité de qui on pourrait être. Et donc, curiosité, l'étymologie, c'est la cure, donc c'est prendre soin. Donc,
cette curiosité de soi-même, c'est prendre soin de qui on pourrait être. Et de le regarder avec beaucoup de bienveillance. Et je pense que oui, c'est pas facile, mais les meilleurs endroits pour ça, c'est des endroits où on ne nous connaît pas. Et des endroits, donc du coup, tu n'as pas aussi ce plaquage du regard des autres. Et des endroits qui te mettent un peu en inconfort, ou en tout cas, dans lequel tu vas plus trop pouvoir te raccrocher à tes réflexes. Donc, pour moi, c'est les voyages en itinérant, par exemple. Ça peut être quand tu es dans la nature, parce que là, tout d'un coup, si tu te laisses vraiment aller, là, tu te reconnectes à quelque chose qui est bien plus profond que ce que tu penses être, et tu te redécouvres. Et d'aller aussi, moi, je crois beaucoup à aller dans des projets où tu ne connais personne, où tu te mêles à des gens qui ont la même sensibilité que toi, en tout cas la même cause que toi, par exemple, et vous vous retrouvez autour d'un projet. Quelque chose qui n'est pas engageant, et vous êtes en train de monter quelque chose ensemble. Et en fait, ça se fait très naturellement, et là, tes qualités émergent. Se remettre Qui à tu nu es quelque émerge. part. Ouais. Et sans risque, parce qu'en fait, le risque, très souvent, il vient du regard des autres ou de ton propre regard. Voilà, on se raccroche à notre identité, parce que quelque part, ben voilà, ça nous solidifie, quoi. On sait à peu près qui on est. En fait, C'est un il faut masque. lâcher ça. Ouais, c'est un masque. Et en fait, dès qu'on prend le risque de lâcher ce masque, mais s'ouvre un monde, quoi. S'ouvre un monde où tu te rends compte à quel point tu es quelqu'un de bien. Enfin, moi, c'est en voyage, je me rends compte que finalement, je suis pas la fille impatiente, perfectionniste que je crois être. Tu es à la fois cette bonne et cette mauvaise personne, comme dirait Franck Lobvet, c'est-à-dire que Mm, on cherche absolument à éradiquer la mauvaise personne qui est en nous pour être la bonne personne, dans cette idée de clan des bons et de clan des mauvais. C'est peut-être ça qu'on mm. redécouvre, c'est que ces deux cohabitent. Mais tout à fait. Et c'est vraiment, tu vois, mon précédent essai ça s'appelait Des suspendus. C'est vraiment pour cette raison. C'est qu'on est suspendu entre nos lumières et nos fragilités. Et moi, j'ai beaucoup de tendresse pour nos fragilités. C'est les accueillir, c'est aussi les transcender, en fait, les sublimer. Hmm. Et les connaître et se connaître. Et en fait, c'est pour ça que j'avais envie aussi de montrer ce qu'est cette très-humanité, enfin, j'appelle la très-humanité. C'est qu'on parle toujours de l'erreur est humaine, enfin, c'est toujours nous le problème, quoi. Le bug, enfin voilà. Et il y a un moment donné, oui, mais il y a aussi, dans l'exception humaine, pour moi, il y a aussi beaucoup, beaucoup de belles choses, quoi. Bien sûr, on ne le dit pas assez. Pour toi, c'est important d'entrer en résistance, dans une forme de radicalité dont on a aujourd'hui besoin. Cette question autour du combat, est-ce que le combat est important et quel genre de combat et comment est-ce qu'il peut s'articuler avec l'action pacifique? C'est pas toujours facile. Non, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, je tourne autour, en fait, pendant tout ce livre. Et moi-même, ça m'a permis d'ailleurs de me faire mon idée au final. Après, chacun se fera la sienne. Mais on est toujours sur les deux. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans le monde que je décris et la plateforme, il y a à la fois bâtir l'autre monde et être dans cette stratégie de la paix, parce que en gros, il n'y en a pas d'autre. Enfin, il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire que on ne peut pas se satisfaire d'être dans le combat, et uniquement dans le combat et uniquement dans le négatif, parce que à ce jeu-là, on perd très clairement. C'est-à-dire que les forces, on va dire, les forces contraires d'un monde qui vont continuer à exploiter la nature sont bien plus puissants que nous sur ce registre-là, sur le registre voilà, de l'opposition, du combat perpétuel, etc. J'en suis convaincue, et surtout, ça te transforme. C'est-à-dire que c'est ce que disent. Mais c'est pas facile, hein, comme sujet. C'est ce que te disent les soldats. C'est-à-dire qu'ils le font pour les meilleures raisons du monde. Mais quand il faut qu'ils tuent des gens, c'est terrible. Ça te transforme. Donc là, tu perds ta puissance d'être, puisque tu es en train de perdre ta joie, tu es en train d'annihiler quelque chose qui est terrible. Et inversement, il y a quand même compétition entre deux mondes. Et il y a un moment donné où, en fait, il faut arrêter d'être complaisant envers nous-mêmes et envers le système. C'est ça la résistance? Oui. Pour moi, la première des résistances, c'est la lucidité, l'extrême lucidité. Le problème de l'extrême lucidité, c'est que tout de suite, on t'oppose la culpabilisation. C'est-à-dire que, ah bah oui, mais on peut pas, mais oui. Ça commence par là. Ça commence à avoir nos petites complaisances, nos petites compromissions. Parce que tant que le monde qu'on ne veut plus, qui concrètement tue des gens et appauvrit la planète, enfin, c'est terrible. Enfin, moi ça me fait souffrir à un point terrible. Tant qu'on est
quelque part, qu'on a un peu des intérêts dans ce monde, on ne peut pas vraiment souhaiter qu'il s'arrête. C'est-à-dire que tant qu'on a des liens, effectivement, moi j'appelle ça des liens d'aliénation, pour une raison ou pour une autre, qui soit parce qu'on travaille un peu pour ce monde-là, parce qu'on a un peu d'argent dans une banque qui finance des projets liberticides, on ne peut pas vraiment souhaiter que cette banque tombe, par exemple. Or, on a tous intérêt à ce qu'elle tombe. Donc, il y a un moment donné où, en fait, c'est ça l'idée de la résistance, c'est aussi cette profonde lucidité. Et ça ne veut pas dire que ce sera facile du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'il faut s'y atteler. C'est vrai qu'il y a ces dialogues dans ton récit sur cette idée de scier la branche sur laquelle on est assise. Quand on se retrouve, et on a tous des exemples autour de nous, cadre d'un grand groupe à un certain âge, avec un prêt sur le dos, des enfants, des futures études à financer, qu'on ne se plaît pas dans son industrie, dans cette industrie, mais qu'on commence à prendre un peu d'âge, on se sent rapidement coincé. Mais en fait, en fait, c'est notre confort qui est piégeant. C'est-à-dire que plus on a de confort, plus on a du mal à lâcher. C'est là où il est intéressant de se remettre en inconfort. Et moi, j'ai bien vu, quand j'ai eu des refus dans ma vie qui m'ont mis dans des situations de précarité, j'ai vraiment une bifurcation possible. À un moment donné, je pouvais effectivement partir dans un choix qui allait être extrêmement confortable financièrement, mais je sais que j'aurais jamais écrit ni fait ce que j'ai fait, ce que j'ai écrit et ce que j'essaie de défendre aujourd'hui, parce que tu as trop à perdre. Tu as trop à perdre, et puis tu es redevable aussi à ce monde-là. Et puis, il ne faut pas oublier que dans ce monde-là, il y a plein de gens bien. Et le problème n'est pas les gens, et c'est même super difficile. C'est-à-dire que quand je dis ce genre de choses, je m'attaque aux gens qui ont les meilleures intentions du monde. C'est vachement difficile de se dire, tu crois contribuer, mais en fait, quelque part, tu contribues à ce que ce monde d'hier, certes, tu le rends un peu plus vert, mais en fait, il continue. Or, et il continue peut-être parce que tu l'aides un petit peu. C'est hyper difficile à entendre. Et en plus, c'est vraiment pas ces gens-là qui sont dans le cynisme. Je prétends pas du tout ça. Simplement, je crois qu'à un moment donné, il faut regarder les systèmes plus que les êtres. Et fondamentalement, il y a des systèmes qui doivent être sabotés et ne plus exister. Parce qu'il y a d'autres systèmes qui, eux, sont extrêmement vertueux et qui ont du mal à émerger. Alexandre Jardin, je me souviens dans un roman sur son grand-père, sur la vie de son grand-père, qui était en grande partie autobiographique, explique que ce patriarche, qui était absolument remarquable sous tout rapport, était un grand collabo sous le régime de Vichy et a envoyé beaucoup de personnes dans les camps, a participé en tout cas à ce système, alors qu'il était respecté et beaucoup aimé de ses proches. Donc c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est pas une idée de bonne ou de mauvaise personne quelque part. Mais non, et en plus, pour moi, tout le monde, on est tous des êtres en devenir, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Donc il faut en fait ouvrir la porte aux êtres, mais être extrêmement dur avec les systèmes. Et c'est là où la lucidité est importante, c'est-à-dire que regardons honnêtement à quoi, dans quel système on est un rouage, et si on prétend les changer de l'intérieur, faut un sacré courage, et surtout tu peux t'épuiser quand même. Et est-ce que c'est possible vraiment ? C'est ça. En fait, c'est vraiment c'est cette histoire-là. Et le pire, c'est que il y a plein de gens qu'on aime énormément en plus. C'est-à-dire que l'affection n'a rien à voir avec la lucidité et le fait de leur dire peut-être que là, c'est... En tout cas, moi, je ne crois pas que ce soit une bonne solution, et c'est très, très difficile. C'est encore plus difficile pour les gens qu'on aime. Et c'est là où on a aussi besoin de s'affranchir de ça. Nos liens d'affection, c'est aussi des liens qui nous aliènent. Tu dis qu'il faut de l'audace et de la détermination, que ça peut nous revivifier. Est-ce que ça fait partie des leviers pour lever ces freins, de cette impuissance justement qu'on peut ressentir pour aller vers cette bascule qu'on appelle de nos voeux, qui est en cours Ah oui, complètement. La détermination, c'est vraiment la vision de l'utopie, en fait. L'utopie, c'est vraiment l'audace d'avoir des objectifs radicaux et en même temps d'être extrêmement pragmatique dans les moyens d'y arriver, et extrêmement bienveillant sur ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que ça ne se fera pas du jour au lendemain. On ne connaît pas bien la façon... on fait tous des trous dans la coque, comme tu le disais. Il est déjà en chemin en ce moment. Il y a plein de gens qui font, comme je dis, des trous dans la coque, ou qui bâtissent le monde de demain à plein d'endroits dispersés. Et donc on ne sait pas vraiment quand tout ça va faire bascule, parce qu'on sera très nombreux et que les normes sociales auront changé et que l'imaginaire sera régénéré et qu'on regardera davantage ces gens-là
plutôt que des gens négatifs qui font des plateaux télé. Donc là, ça va. Donc il faut avoir cette espèce de patience de se dire, ça sera pas demain, mais on sait que ça va devenir. Dire les suffragettes, elles savaient qu'un jour elles voteraient. C'était une évidence pour elles. Et en fait, c'est la même chose sur nos utopies. Moi, je n'imagine pas qu'on ne réussisse pas. Par contre, je suis pas sûre de le voir de mon vivant. J'espère bien. Et je ferai tout pour. Mais y a aussi cette notion-là de détermination collective. C'est-à-dire qu'il faut lâcher aussi sur le trop d'intention du tout de suite maintenant. Tout le monde rêve au grand soir. Je ne crois pas beaucoup, j'en sais rien. Peut-être qu'il y aura un grand soir, mais peut-être pas. Et il faut qu'on se reconnecte au fait que on participe à une grande œuvre collective. Moi, je suis très, très heureuse d'être dans cette époque où je participe à ça. À me dire, j'aurais été un des rouages d'un monde qui est en train de basculer vers la postmodernité, comme dit Maffesoli. Et ça, j'en suis mais intimement convaincue. C'est ça qui te donne la détermination. C'est que tu sais que tu es sur le bon chemin. Parce que le bon chemin, c'est celui de l'humanité. Et après, il faut, du coup, il te faut l'audace pour accepter, on va dire, les échecs intermédiaires. Il te faut ce truc un peu prétentieux, quoi. C'est comme si la soumission avait précipité l'humain dans les pires périodes de l'histoire. Quand on parle de la soumission, on peut être soumis à un récit noir ou à un récit, je dirais, plus lumineux. On retombe un peu dans du manichéen. Mais quand même, c'est vrai que ce récit lumineux qu'on essaye de proposer pourrait être une forme de soumission. Si on était tous soumis à un récit lumineux, ça pourrait marcher finalement. Mais complètement. Et je te dirais qu'en fait, et c'est là où est la force du roman, je trouve, c'est que moi, j'avais ce travers. C'est-à-dire que j'avais imaginé un plan de résistance. Je voyais très bien ce qu'on allait faire, en fait. Et voilà, donc j'avais ma croyance. Et c'est pour ça, entre autres, que j'ai fait ce roman. Sauf qu'à un moment donné, ce roman a pris la main. Il m'a amené à la fin, je me suis dit, OK, peut-être que c'est ma plateforme d'idées, mais peut-être que c'est pas ça. Et c'est ça que j'ai rencontré avec le roman, c'est cette idée et c'est ce que je veux, c'est que tout est possible et qu'il y a plein de scénarios possibles. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui sont en ce moment, voilà, qui sont en parallèle d'un futur qu'on nous prédit apocalyptique. Moi, je crois qu'il y en a d'autres qui sont en compétition en ce moment avec ce scénario-là. Et c'est peut-être pas le mien, mais l'idée, c'était aussi de nous ouvrir à nos potentiels et à nos intuitions profondes, et que chacun suive son intuition. Parce que je crois fondamentalement qu'il ne faut pas croire plus à ma croyance qu'à celle des autres, mais qu'à un moment donné, on se laisse aller à notre intuition profonde et à ce scénario lumineux que nous, on envisage avec notre propre idée, notre propre solution. Et je crois justement que c'est ça, qu'il y a un moment donné où ça va faire système, quoi. C'est ça, c'est cette utopie dont tu parles qui se réalise en ordre dispersé avec cette biodiversité de solutions dont tu parles beaucoup. Moi, j'adore cette idée, enfin, qui est plus qu'une idée, puisqu'elle est en cours de mise en œuvre par bon nombre de personnes, par ces utopistes. Il y a quand même un lien avec l'anarchie qui est une forme, enfin, au sens propre du terme, qui est une forme aussi d'ordre dans le chaos, quelque part. Oui. Alors, l'anarchie, c'est le prochain sujet que je veux étudier, tu vois. Parce que je crois que j'y suis allée un peu je commence toujours comme ça, moi. Je comprends toujours les choses d'abord intuitivement et après, je me renseigne. Et en fait, une personne m'a dit, mais en fait, tu as écrit un roman anarchiste. Je dis, je m'en suis pas rendu compte. Et donc maintenant, je vais commencer à aller voir aussi l'anarchie, qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont ses dérives aussi. Parce qu'il n'y a pas... Je crois vraiment à cet échafaudage, en fait. À partir de plein de choses, on m'a dit aussi, tu as écrit un roman éco-féministe. Il y a aussi des choses dans l'écoféminisme, très probablement, qui sont très intéressants et un ingrédient principal, je pense, pour un nouveau monde. Mais comment est-ce qu'on s'échafaude, en fait, avec tous les bouts de solution de chacun? Ça m'intéresse beaucoup parce que, à la fois, je pense que c'est là où est la justesse. Et c'est aussi très juste sur le fait que chaque être humain a sa pierre à apporter. C'est ça. Il n'y en a pas une qui doit prévaloir, quoi. Tu parles aussi beaucoup de la démocratie et de politique. Tu es inspiré par le modèle de la Grèce antique où on débattait des moyens, grandir comme un peuple intentionné et agissant. Ça te parle beaucoup. Et tu poses cette question, est-ce qu'on veut la démocratie dans un monde mort, finalement ? Oui, c'est pour ça que pour moi, la démocratie, c'est pas un label. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on
on est tout fiers d'être dans une démocratie et on jette la pierre à tous les pays qui ne sont pas des démocraties. Et je trouve que par bien des aspects, on n'est pas plus une démocratie que d'autres pays. Et que c'est facile de donner des leçons, que la démocratie, c'est une persévérance. C'est une belle idée, mais c'est une persévérance et elle se défend, en fait. C'est comme la liberté, si on l'utilise pas, elle s'use, quoi. Clairement. C'est l'inverse de tout le reste, c'est-à-dire qu'il faut l'utiliser le plus possible et la contester pour son bien le plus possible pour qu'elle grandisse, quoi. Elle est plutôt menacée. Et quelque part, j'ai pris l'idée, parce que pour moi, tout se questionne, c'est-à-dire que tout est recevable. Je trouve ça trop facile de dire, par exemple, de jeter la pierre aux gens qui disent il faudrait une dictature verte, ou jeter la pierre aux gens qui disent il faudrait le combat, ou jeter la pierre en disant c'est des bisounours à ceux qui disent il faut une stratégie de paix, uniquement ça. Je crois que tout est recevable et tout se discute. Voilà, que le sujet n'est pas simple. Voilà, c'est ça l'idée. Et que c'est pour ça que je suis partie de cette idée d'imaginer une intelligence artificielle à qui on aurait décidé de donner le pouvoir. Donc en gros, c'est une dictature verte parce qu'on se dit que rationnellement, elle peut prendre les bonnes décisions, elle, que nous ne sommes pas capables de prendre. Et je trouve que c'est une vraie question. Même si pour moi, c'est un contre-emploi, et je l'ai fait pour ça, pour me pousser à trouver ce qui ferait qu'on mériterait de reprendre le pouvoir face à une intelligence artificielle. Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'être humain, on est bien supérieur à ça et qu'on ne peut pas se satisfaire de ça. Mais la question se pose. Oui. Et je trouve ça intéressant de la poser et de se dire, bah oui, quoi, qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années ? Après tout, c'est pas très glorieux, quoi. Donc, Et cette intelligence artificielle, elle croit plus en l'humain que lui-même. Et elle lui montre aussi dans ton récit ce à quoi il a échappé finalement, ce que tu viens de dire, dictature verte, gourou, etc. Oui, parce que, et je le savais pas en commençant à écrire qu'elle allait prendre ce rôle-là, finalement. Mais c'est ce que je me suis dit. Je me dis, une fois qu'elle a toutes les données, bah tiens, comme par hasard, elle va ressortir les données, elle va décoloniser nos croyances, nos imaginaires, pour ressortir dans toutes les données historiques qu'elle a, les données comportementales, psychologiques, philosophiques, etc., des choses qu'on n'a pas vues, en fait, et sur lesquelles on ne s'arrête pas, et qui fait que on ne se saisit pas de notre humanité et de tout ce qu'on pourrait apporter. C'est ça. Tu as dit plusieurs fois, tu parlais des trous dans la coque et de saboter en fait l'ancien. Il y a vraiment deux piliers pour toi qui sont à la fois construire, bâtir ce nouveau monde, mais aussi saboter l'ancien, le torpiller de l'intérieur, faire des trous dans la coque. Existe-t-il ces fameuses violences légitimes, hein, comme disait Gandhi, c'était mon sujet de bac. C'est pas évident de saboter, de torpiller. On refait à nouveau appel à une forme de violence. Alors tu parles vraiment du système, et ça c'est ça qui est intéressant, hein. Tu ne t'attaques pas aux humains, même s'ils constituent le système, et nous en sommes tous et toutes les chevilles ouvrières à l'intérieur de nous, puisqu'on a tous contribué, donc je me mets dedans, je n'échappe pas à mon humanité. Mais c'est pas forcément facile de se dire comment je peux saboter le système. C'est pas facile. Quand tu parlais de violence légitime, aujourd'hui, il y a un monopole d'État sur la violence légitime. Et ça, déjà, c'est pas acceptable. Enfin, je me demande comment on en est arrivé à accepter ça à un moment donné. Si on en revient justement au fait que la violence n'est pas acceptable, quoi qu'il arrive, alors elle n'est pas plus acceptable pour l'État, quoi. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me heurte depuis plusieurs années. Et je pense que le sabotage ne veut pas dire la violence, en tout cas, il faut essayer. Et tu vois, moi, j'ai eu comme sujet, nul n'est censé ignorer la loi. On est bien toutes les deux. C'est marrant, hein. Et en fait, tout mon sujet, finalement, depuis des années, c'est de se dire qu'est-ce qui est légitime plutôt que qu'est-ce qui est légal. Et d'ailleurs, c'est la légitimité qui amène le droit à évoluer de tout temps. Mais cette histoire de sabotage, c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui sabotent nos vies. Et que le système sabote le monde, sabote nos confiances personnelles, sabote nos liens, en nous mettant beaucoup de confort pour qu'on n'ait plus besoin les uns des autres, en inventant des choses marchandables à la place de liens qu'on avait, on s'échangeait spontanément des choses avant. Enfin, donc en fait, ce sabotage, il est déjà là. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est saboter les saboteurs. Mais c'est pas le sabotage pour le sabotage.
Et on le voit, tu vois, quand j'ai republié, j'ai fait une réédition de l'Utopie mode d'emploi, qui était mon premier livre entre 2013 et 2018, tous les exemples de petites entreprises qui avaient fait des innovations remarquables dont je parlais, je crois qu'il y en avait 80% qui avaient disparu. Et c'est pas anodin, c'est-à-dire que c'est parce que le système est contre elles. Donc il y a une vraie compétition entre les deux et on voudrait ne pas l'avoir. Et ça serait tellement, et moi je rêverais que ça ne soit pas le cas, parce que ce serait tellement plus simple. Mais sauf qu'il y a un moment donné où le système est contre ces gens-là. Les réglementations, les normes culturelles, tout un tas de choses. Le système médiatique est contre ces gens-là. Donc il y a un moment donné où on est obligé de choisir son camp. C'est-à-dire qu'on est, et c'est dommage, mais c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a le camp du bien et du mal, mais ça veut dire qu'il y a un camp qui, en tout cas, à cette date, sur ce sujet, est en train de saboter le monde. Et ça, c'est pas possible. Tu parles aussi, pour être sur des notes optimistes, de décoloniser les imaginaires. Tu fais le lien entre la colonisation des territoires et celle des esprits. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que dans ton récit, dans ton roman, on parle beaucoup de voyage, de poésie, de la beauté qui sont importantes pour toi et qui peuvent faire basculer ce récit pour passer du mortifère au lumineux. C'est hyper important. Tu vois, c'est comme l'utopie. L'utopie, c'est... moi, à chaque fois que j'en parle, j'ai des dirigeants d'entreprise, plein de gens qui parlent ouvertement aux autres du fait que, voilà, ce sont des utopistes et qu'ils l'ont trop longtemps laissé tomber. Ça, pour moi, par exemple, c'est une parole lumineuse, mais qui, il y a encore quelques temps, était très mal perçue, quoi. Donc il y a vraiment Et pourquoi est-ce qu'on dit que les utopistes sont des irréalistes ? C'est vraiment en lien avec la colonisation de nos imaginaires. C'est-à-dire que non, tu ne dois pas désirer quelque chose de plus haut que ce que tu as. Et surtout, n'espère pas trop, parce qu'en fait, tu as peur d'être déçu. Mais on ne peut pas vivre dans la peur, de toute façon, c'est pas possible. Et je pense vraiment que les récits, tu vois, à un moment donné, je me suis rendu compte que l'utopie, finalement, dans son étymologie, c'est ce qui n'a pas de lieu. Et en fait, elle en a un. C'est nos imaginaires. C'est l'endroit où elles naissent, les utopies. Et en fait, ces imaginaires-là, on les a totalement laissés tomber. Alors, on les a laissés tomber... en tout cas, ils sont annexés, quoi. Voilà, ils sont squattés par... dans les années 60 est arrivée la société de consommation, qui était censée faire notre bonheur. Il n'y avait pas d'autres modèles. Et en même temps, c'était l'emploi, le bonheur, la libération. Il y avait des publicités qui disaient « Moulinex libère la femme », quand même. Oui, voilà. oui. Non, mais c'est fou, quoi. Et tu as eu Hollywood qui nous a vraiment amené ce récit de ce qu'allait être la société merveilleuse. Et aujourd'hui, des nouveaux récits, t'en as plus tellement, si ce n'est des récits négatifs. L'avenir, aujourd'hui, c'est des récits négatifs, quoi. Alors, il y a quelques récits comme Avatar d'Hollywood, quand même. Exactement, il y a Avatar, exactement, mais on se dit toujours les mêmes. Bien il y a sûr. Avatar, il y a La Belle Verte, et c'est tout. Et c'est pour ça qu'on manque vraiment de renourrir nos imaginaires, de voir qui nous pourrions être, de voir comment ce monde, certes frugal, peut-être, mais dans lequel on a reconquis tellement de belles choses, comme tu le disais. Pour moi, c'est essentiel, la contemplation, la beauté, l'émerveillement, le temps, l'émerveillement, les sens, voilà, tout ce qu'on ne sait pas forcément expliquer, qui n'a pas de prix, mais qui en fait a un prix énorme, quoi. Et auquel on a renoncé. Et qui est pourtant en nous, je pense, en chaque être humain. Tu l'appelles la sublimation, cette vague à l'âme, cet état d'être en fait commun à ces utopistes, à ces affranchis, mais qui finalement est probablement au fond de chacun de nous. Oui, ça c'est... Tu vois, je ne m'attendais pas à parler de ça, de la vague à l'âme, et c'est quelque chose... en fait, qui est en moi depuis très longtemps, et ça me revient beaucoup, donc je pense que c'est quelque chose qui est commun à plein de gens. Beaucoup m'en parlent, et en tout cas de gens qui l'ont lu. Et quelque part, c'est un inconscient qui nous lie. C'est-à-dire que ce petit désenchantement, parce qu'il est lié aussi à l'enchantement naturel qu'on a. C'est-à-dire qu'on ressent ce désenchantement du monde, on ressent cette petite souffrance, mais parce qu'on ressent très profondément que nous sommes des êtres d'enchantement et que ce monde est un enchantement. Et simplement, on l'a oublié et on a tout passé dans la raison, dans le matérialisme, dans l'individualisme, dans le rationnel.
Et on a oublié toute cette part un peu de mystique, de magie, d'enchantement, quoi. Et en même temps, je discutais avec Aruna Leipzig dans un podcast de cette nostalgie de l'ailleurs. Elle dit le problème, c'est pas tellement cet ailleurs dont on a le souvenir de cette fusion avec le divin en nous. Tu en parlais tout à l'heure, même si ça semble peut-être effectivement un peu pompeux. Peu importe, n'ayons pas peur de ces mots-là. Finalement, on choisit aussi les mots qu'on veut, c'est ça aussi la liberté. Et elle dit le problème n'est pas l'ailleurs, le problème c'est la nostalgie. Ah oui. Ouais. Et moi, en fait, quelque part, tu vois, l'utopie, c'est la nostalgie du futur. C'est la nostalgie j'y pense en te le disant, mais et puis c'est la nostalgie de l'être humain comme être noble, créateur, imaginant, créant, proposant, s'emballant. C'est aussi ça, c'est un peu cette nostalgie-là, quoi. C'est ça. Sandrine, on arrive à la fin de ce podcast. Merci infiniment. Alors, ton roman est vraiment un appel radical à cette nouvelle odyssée humaine. Il est venu me déloger dans mes soumissions ordinaires. Pour ça, je t'en remercie infiniment, vraiment. Je rappelle que tu es l'auteur d'autres essais dont on a parlé. Utopie mode d'emploi, il est suspendu, toujours aux éditions La Mer Salée, qui est la maison d'édition que tu as cofondée avec ton époux. On peut te retrouver sur ton site internet, lamersalée.com, avec ton profil dans la section auteur Sandrine Roudot, et voir ou revoir ton TEDx sur l'utopie. Merci beaucoup, Sandrine. Merci à toi, Anne, infiniment. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.